Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Herverin et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous. Alors c'est une première aujourd'hui parce que Citizen Vox a le très grand plaisir de réaliser cet épisode avec l'école urbaine de Sciences Po à l'occasion d'une masterclass proposée aux étudiants de l'Executive Master Gouvernance territoriale et développement urbain. Et le sujet de cette masterclass, bien sûr, c'est le sujet favori de Citizen Vox, c'est la sobriété foncière et le projet de territoire. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'interviewer Nicolas Asselet, président du SCOT des territoires du Grand Vendemois. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny. Alors d'abord un mot pour vous présenter. Vous êtes conseiller municipal de Vendôme, une ville de la région Centre-Val de Loire. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglo en charge de l'attractivité résidentielle de l'habitat, des mobilités, de l'accueil des gens du voyage et du numérique. Et enfin, depuis 2014, vous êtes président du syndicat mixte qui porte le SCOT. Le SCOT qui a été révisé en 2022, on va évidemment longuement en parler. Alors, je vous propose d'articuler cet échange en 4 temps majeurs. Alors, d'abord, évidemment, une intro qui me paraît essentielle pour revenir un peu sur la loi climat-résilience, décrypter les ambitions du ZAN et ses limites, parce qu'il y a aussi des ambiguïtés. Ensuite, je vous propose de réfléchir au principe de sobriété foncière en lien avec le développement des territoires, comment on articule les deux. Ensuite, on pourra regarder la manière dont la limitation foncière impacte la dynamique d'urbanisation, c'est toutes les logiques de recyclage, de densification, etc. Parler ensuite peut-être des difficultés générées par la sobriété foncière sur la faisabilité des opérations. Et enfin, s'intéresser aux défis, en tout cas, que pose la sobriété foncière sur la gouvernance locale. On est dans un master de gouvernance territoriale, il faut parler de la gouvernance. Et c'est un vrai enjeu, un vrai défi du ZAN et de la sobriété foncière. D'autant plus qu'on est quand même dans un contexte où on tente de donner un nouveau souffle à la décentralisation. Donc comment tous ces enjeux peuvent s'inscrire dans ces réflexions autour de la décentralisation. Donc la préoccupation d'abord de sobriété foncière dans l'urbanisme, c'est pas nouveau. Il y a quand même de multiples lois qui ont petit à petit encouragé à la sobriété foncière et aux logiques de densification, mais avec la loi climat et résilience, quand même, on passe un cap, on rajoute un cran, effectivement. La lutte contre l'étalement urbain prend un tournant plus radical avec ce fameux ZAN, ce fameux zéro artificialisation nette des sols, cet objectif qui fait couler tant d'encre et tant de débats depuis quelques mois. Alors, d'abord, évidemment, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser ce ZAN et en quelques mots nous décrire les objectifs de ce ZAN? Ça dit quoi? Quelle est la trajectoire posée? Voilà, en quelques mots peut-être retracée. Alors, merci. Le programme est vaste. Alors, j'ai en général l'habitude de replacer la question ZAN dans le contexte de l'esprit de la loi climat et résilience qui... C'est peut-être une des plus grandes lois de transition écologique qui se voulait être comme une grande loi cadre de transition écologique et dont on a retenu un article qui cristallise son opposition, ZAN. Alors, qui sort pas de rien, il était déjà dans un texte sur la biodiversité mais qui n'avait pas valeur normative, il était dans des textes européens déjà, c'est la première fois qu'il est écrit dans la loi. Et donc, il prend une dimension normative. Et donc, je le replace en général dans son contexte en se disant que cette loi, au global, et c'est pas anodin que les titres, ce sont des verbes, se loger, se nourrir, etc., visent un mieux vivre, une meilleure qualité de vie, un meilleur cadre de vie, et au bout du bout, une meilleure santé, parce qu'on vivra mieux. Et il y a une profession, alors je suis élu d'un territoire rural, alors je l'argumente en général aussi comme ça, il y a une profession qui est à la croisée de tout cela, autour de l'habitat, de l'air, de l'eau et donc de la bonne santé, c'est l'agriculture. Eh bien, ZAN est là pour qu'on évite désormais de leur piquer leur outil de travail. Si on veut qu'ils remplissent les missions qu'on attend d'eux, et de plus en plus, il y a une loi en préparation de souveraineté agricole,
eh bien, à un moment, il faut se donner aussi les moyens de faire en sorte qu'ils aient les moyens de rendre ce service de paysage, de biodiversité, de bonne alimentation, de bon air, d'une meilleure eau, parce qu'elle n'est pas spécialement dans un bon état, d'une meilleure terre, plus productive, parce que tout cela sont autant de puits de carbone pour nous éviter d'avoir plus 4 degrés à terme. Voilà, je replace en général ZAN dans ce contexte-là, en disant que les rapports du GIEC, alors pour un certain nombre d'élus ruraux, le rapport du GIEC, c'est un truc d'expert, mais il nous alerte depuis des années. Mais c'est comme si on allait dans le mur en klaxonnant, mais on ne pouvait pas ne pas dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un mur, quoi. Alors quand on a dit ça, c'est bien joli, mais après c'est le comment. Comment on met ça en œuvre ? Eh bien ZAN vient, à juste titre, à mon sens, dans ce calendrier, à l'échelle 2050, avec des tranches de 10 ans, on n'a pas tant de lois qui mettent aussi des étapes pour y aller progressivement. On verra dans une partie ultérieure les questions des difficultés et de manque d'outils ou autres. Mais voilà, j'aime bien replacer cette dimension de nécessaire sobriété foncière, alors que les Scots ne découvrent pas maintenant. Ça fait un bout de temps que les Scots se sont saisis de ces questions de stratégie foncière et donc de sobriété ou d'efficience de consommation foncière. Et on le voit quand on regarde les trajectoires de consommation foncière jusque-là, les territoires qui ont des Scots actifs ont été un peu plus sobres que d'autres. Alors on est dans des modèles dont il va falloir sortir, mais il y a quand même eu des efforts parce qu'on s'est posé ces questions autour de quelle est notre stratégie. Donc le ZAN, c'est une trajectoire de diminution et de réduction de la consommation foncière, jalonnée sur plusieurs séquences, de 10 ans. Par tranche de 10 ans, et à horizon 2050, on a ce qu'on appelle l'objectif du zéro net. Alors est-ce qu'avant de parler du zéro net, on peut parler de la question de l'artificialisation des sols ? Parce que dans l'urbanisme, enfin en tout cas dans les règles d'urbanisme, on n'était jamais allé aussi loin en termes de préoccupation vraiment des sols. On a toujours parlé de diminution de la consommation foncière, donc une approche surfacique du sol, une approche du sol comme un foncier, donc un support à l'urbanisation. Et jamais comme le sol vivant, c'est-à-dire un sol ressource. Et donc là, on voit bien la distinction entre les deux périmètres, sol foncier, sol ressource, avec cette notion d'artificialisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, et bien alors, c'est à mon sens le cœur du changement de paradigme autour de la question de la stratégie foncière. C'est qu'on passe de quelque chose en 2D à quelque chose en 3, 4 ou 5D. Et c'est notamment ce changement de concept de consommation foncière, donc d'occupation des sols, comme on disait autrefois, en artificialisation. C'est-à-dire que l'artificialisation altère durablement le fonctionnement, la qualité intrinsèque du sol comme vivant, comme réservoir de biodiversité, comme support à la vie, à la fois comme vivant lui-même et comme support à la vie, comme à la fois lieu d'accueil d'un écosystème, alors avec nous autres humains dans cet écosystème. Alors voilà, c'est ce changement. La difficulté que l'on rencontre, c'est que la définition, autant elle est globalement intelligible, mais on l'a assortie désormais d'une nomenclature qui, elle, est imbuvable. Et comme le diable se cache dans les détails, plus on détaille une nomenclature, plus il y a des trous dans la raquette, plus c'est illisible, plus c'est un casse-tête quand il s'agit de traduire ensuite dans des documents d'urbanisme, dans des projets, quels qu'ils soient, d'aménagement. Mais on est vraiment sur ce changement de paradigme en disant, attention, je le dirais avec une image, le sol c'est quelqu'un. Il fait partie de notre vie, eh bien il s'agit de le respecter, parce que si on ne le respecte pas, c'est peut-être les conditions de notre vie durable que nous altérons aussi durablement. Y a-t-il une vie possible sur Terre demain si on ne prend pas en soin du sol ? Parce que le sol, on ne peut pas le déconnecter de l'eau, de l'air, enfin des 4 éléments finalement, mais c'est de prendre en compte qu'il y a cette interaction vivante entre ces 4 éléments. Et donc, on doit prendre en compte cela dans nos stratégies d'aménagement, de construction, de penser nos territoires. Donc, ce que vous dites, c'est que la notion d'artificialisation, finalement, permet de considérer le sol comme un élément vivant, une ressource naturelle qui produit des services écosystémiques qui sont absolument indispensables à la vie humaine, finalement. Le cycle du climat, le cycle écologique, le cycle de l'eau, le sol y contribue, en tout cas. Et la notion d'artificialisation induit ça, mais que la règle ZAN
ne va pas jusqu'au bout de l'exercice et avec cette question de la nomenclature finalement reste sur une approche surfacique, puisque la nomenclature et les décrets qui détaillent la nomenclature de ce qui est artificialisé, ce qui ne l'est pas, restent en fait sur une approche surfacique qui est du bâti, du non bâti, etc. Elle reste sur sol et elle passe pas en sous-sol, mais elle reste sur sol à son niveau de sol. Elle passe même pas sur le sur-sol ni sur le sous-sol. Finalement, elle n'aborde pas la question environnementale dans sa globalité et dans son approche systémique. C'est cette difficulté. Autant la définition dans la loi, on comprend tout ce qu'il y a derrière, mais dans les documents réglementaires qui suivent, c'est pas traduit. Eh ben, on ressort sur le seul truc qu'on connaît, quoi. Enfin, sur une approche qui fait que c'est compliqué de changer de paradigme avec des outils qui sont encore d'ancienne école. C'est pas simple. Mais quand on élabore un document d'urbanisme comme un SCOT, mais à la suite de la loi, ça nous oblige à nous poser ces questions-là. Et notamment de prendre en compte des différentes qualités de sol. Parce qu'on a et on le voit bien dans nos territoires ruraux, il y a des, et même sur le territoire, moi, du Grand Vendômois, on a une partie, alors qui est déjà la Beauce, alors de territoires hyper fertiles avec des terres hyper fertiles. Alors, est-ce qu'elles seraient fertiles sans des intrants? Ça, c'est une autre question. On peut même se poser la question, est-ce qu'une terre dopée aux intrants est artificielle ou elle est naturelle? Mais ça, c'est une vraie question. Toute l'ambiguïté du foncier agricole. Voilà, naturel, c'est que ça pousse naturellement, sans aide, sans support. Et on a aussi des terres qui sont plutôt des terres grasses sur lesquelles il pousse pas grand-chose, qui sont et puis d'autres terres qui sont très bocagères, par contre beaucoup plus propices sur des questions d'élevage. On a cette diversité sur un territoire de 100 communes globalement, mais qui fait qu'on a déjà cette différence de qualité de sol. Et c'est peut-être un premier élément dans notre question de stratégie foncière. Oui, la connaissance, c'est-à-dire les outils. De bien connaître. Voilà, et donc de développer des outils de connaissance du sol sur ses fonctions écosystémiques. Et on n'en est pas là. Qui n'existent pas aujourd'hui. On n'en est pas là. Et s'il fallait que je retravaille à nouveau sur le SCOT aujourd'hui, alors c'est dans sa mise en œuvre, je pense que ça fera partie des outils nécessaires à prendre en compte si la loi ne change pas. Il y a aussi cette instabilité juridique qui vient, mais pour préserver les questions agricoles, ça sera indispensable, et si on veut éviter les plus 4 degrés à terme, ça sera indispensable qu'on ait ces outils aussi d'analyse, ces outils de connaissance précise, de manière à être beaucoup plus éclairé, parce que je ne dirais pas que dès 2024, c'est consommation zéro. La loi nous donne des possibilités, par contre ça nous dit, attention, consommons avec la main qui tremble, quoi. Et quitte à consommer, consommons déjà où c'est déjà pas génial, où la qualité agronomique, c'est pas une terre hyper fertile. Consommons en priorité où c'est déjà abîmé. Il y a des friches, il y a d'anciennes friches où la nature a commencé à reprendre ses droits. Mais on n'est pas revenu à l'état initial quand même. Eh bien, il y a peut-être ça, et qui globalement sur un univers urbain ou périurbain. Peut-être commençons par... Et finalement, un document de stratégie foncière dit cela. Commencer par cela. Et alors, je suis amené pour la FEDESCOT à être auditionné par des parlementaires ou autres, et ça fait partie des messages que je fais porter, mais à condition d'avoir aussi les outils, et je pense qu'on y reviendra, alors les outils financiers, les outils techniques, les outils d'ingénierie. Mais là, en l'occurrence, des outils de connaissance. Là, des outils de connaissance, d'observation. Et d'observation pas en 2D, d'observation, je veux dire, en volume, le sol en 3D et le 4D avec la question du temps. Alors, donc... On a posé le cadre, on a compris les ambiguïtés de la loi ZAN et les difficultés liées au manque d'outils de connaissance des sols. Finalement, on se rend compte que le sol n'est pas tellement traité dans la loi ZAN et qu'en fait, on revient à une approche foncière. Bon. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous la question de la sobriété foncière et de comment ça se passe d'un point de vue développement des territoires. Quand on regarde les chiffres sur l'artificialisation des sols, on constate que, en moyenne, elle augmente 4 fois plus vite que la démographie en général. Et encore plus dans les territoires qui perdent des habitants, parce que le réflexe, c'est pour maintenir un niveau d'attractivité territoriale, c'est finalement d'urbaniser en extension. Donc en fait, il y a une sorte de culture de développement égale extension. Et c'était le sens de la polémique il y a quelques mois sur les zones pavillonnaires. Voilà. Donc dans ce cas, la sobriété foncière, pour certains territoires, peut être vécue vraiment comme une condamnation au déclin. Le territoire du Grand Vendômois connaît
une stagnation démographique, voire et une diminution de l'attractivité résidentielle. Donc, comment vous avez abordé cette question du développement territorial en l'associant à la sobriété foncière dans le cadre de la révision du SCOT? On l'a abordé en partant, qu'est-ce qui rend ce territoire désirable? C'est Hérodote qui a dit « vaut mieux faire envie que pitié », alors je ne vous le dirai pas en grec, évidemment, mais je l'ai quelque part au grec. Je l'ai dit à des élus du Puy-de-Dôme il n'y a pas très longtemps, j'aurais cité la situation grecque avant de leur dire. Mais finalement, élaborer un SCOT, c'est capitaliser sur ce qui fait envie. Un SCOT, c'est le récit désirable du territoire. Et dans sa singularité. Parce que sinon, on pourrait dire, tous vont chercher à faire envie, puis à l'arrivée, on est sur un pied d'égalité. Non, mais qu'est-ce que je vais cultiver de ma singularité? Et nous, on s'est dit, notre singularité, elle est rurale. Alors, Vendôme, ville, oui, pour le plus petit village du territoire, c'est la ville, mais on n'est qu'à 17 000 habitants, avec une exploitation laitière, avec de la vigne, avec, on a tous les marqueurs ruraux, on a des champs exploités sur le territoire de la commune. Enfin, donc, petite ville à la campagne, mais pour la plus petite commune, c'est la ville. Mais donc, on a ces équilibres, et donc, cultivons notre singularité rurale. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette singularité rurale? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Et la fin d'élaboration du SCOT est arrivé avec la crise sanitaire, où on a vu un regain un peu d'attractivité. On a l'avantage d'être à 45 minutes de Paris-Montparnasse en TGV de Vendôme, donc ce qui rend le territoire aussi intéressant pour certains. Eh bien, c'est cette question du cadre de vie, c'est cette question de la verdure, c'est cette question du contact, c'est cette question d'une simplicité. Eh bien, on a essayé de capitaliser ça, et dans un de nos 3 axes stratégiques dans le SCOT, c'est de capitaliser sur cette stratégie rurale, sur cette identité rurale forte. Mais par contre, identité rurale pas fantasmé ou illusionné d'un ruralisme ancien. C'est quoi la ruralité du XXIe siècle? Donc c'est aussi une ruralité connectée, c'est une ruralité des relations, c'est une ruralité de l'investissement associatif nouveau. Et sur un exemple de commerce, par exemple, on a vu depuis 4 ou 5 ans naître un certain nombre de commerces associatifs sur une forme nouvelle sur notre territoire, de des communes où il n'y a jamais eu de commerce, où il n'y en a plus eu depuis 30 ou 40 ans. Mais vous voyez, il y a des initiatives citoyennes qui viennent. Et bien c'est ces courants faibles d'initiatives citoyennes qu'il s'agit d'accompagner, de se dire, c'est ça aussi la ruralité d'aujourd'hui. Et je l'ai dit à des maires ruraux en Assemblée Générale, je vous entends depuis 20 ans pleurer sur l'attractivité, sur des habitants nouveaux pour sauver l'école. Et même ceux qui arrivent là de zones métropolitaines, vous auriez aimé qu'ils viennent des comme vous, et pas des gens qui ont d'autres aspirations que vous. Mais sinon, la consanguinité, ça apporte rien de bon. Hein. Donc c'est ça, ce récit désirable de territoire. Et parmi les autres axes stratégiques, et justement de ce récit désirable de territoire, c'est pas territoire en autarcie, c'est pas territoire replié sur lui-même. Et notre autre axe stratégique, c'est quelle relation on a avec les métropoles environnantes d'échange de service contre service. Mais on a des ressources naturelles, on a un ressource de cadre de vie, de dépaysement, de ressourcement, et on a besoin d'études supérieures, on a besoin de culture, on a besoin de sport de haut niveau. Et c'est ces relations-là qu'il s'agit de tisser dans nos politiques publiques avec ces territoires voisins. Et puis le troisième axe, c'est nos populations ont besoin de services pour travailler cette solidarité territoriale, de mobilité, de maillage d'équipement, voilà. Et on a travaillé cela, notre récit désirable de territoire, c'était celui-là. Mais c'est vraiment ça qui est au cœur. C'est pas, parce que sinon on fait du SCOT un document d'urbanisme administratif, entre guillemets, qui sert de cadre entre le document régional, le plan local d'urbanisme intercommunal. Si on fait ça, on fait un cal bibliothèque, et puis on n'a servi à rien. On n'a pas mis le territoire en projet. On n'a pas mis le territoire en mouvement, et l'enjeu pour moi, en élaborant le SCOT, on a pris 5 ans volontairement pour le faire, et en mobilisant large, j'ai fait vraiment de la concertation un axe très fort, parce qu'on n'écrit pas l'avenir des gens sans eux, et c'est pas pour eux, c'est avec eux qu'on l'écrit. Alors quand je dis les gens, c'est aussi les entrepreneurs, c'est aussi les acteurs. Et dès que j'ai lancé la révision du SCOT, on a travaillé en mode participatif sur qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur le territoire. Donc ça, c'est sur la méthode, mais donc du coup, si on et donc ça nourrit un petit peu, voilà, le discours et le récit sur le territoire, ce que vous dites, c'est qu'on peut développer un discours sur, oui, on peut avoir un territoire attractif sans forcément être dans une logique d'extension, pour peu qu'on regarde différemment les ressources qui existent sur le territoire, qu'on porte un nouveau regard sur ces ressources et qu'on les articule de manière différente. Et c'est ça qu'on a fait avec les maires, aussi notamment du territoire, pour se dire, il y a une loi, on ne peut pas l'ignorer. À un moment, Duralex, c'est de l'ex, mais prenons le temps d'écrire notre récit désirable
respectueux de la loi et de choisir comment on veut satisfaire aux exigences de la loi, parce que plus on attendra, sinon on le subira, d'injonctions gouvernementales, étatiques ou autres. Et donc choisissons notre stratégie de diminution de la consommation foncière, dans un premier temps, et de lutte contre l'artificialisation dans le cadre de ce récit désirable. Mais on en fait quelque chose, un outil au service du désirable. De manière, la loi est la loi. Donc, levier, ouais. Qu'on le veuille ou pas, il faut y satisfaire. Eh bien, écrivons quand même la manière dont on veut y satisfaire, d'autant plus qu'on était dans les premiers à écrire un SCOT dans ces moments-là, donc avec heureusement des services de l'État plutôt en attente de voir comment ils vont se dépatouiller de ce truc. Ça va nous servir d'exemple pour les autres. Et ben, quand on est un peu précurseur, aussi bon se donner vraiment à cœur joie. Et on a choisir plutôt que subir. Choisir pour ne pas subir. C'est le slogan de la Fédération des Scots. C'était le maître mot de nos avant-dernières rencontres nationales des Scots sur justement comment la loi climat et résilience nous invite à définir de nouveaux modèles d'aménagement du territoire plus sobres et plus résilients. Et à le voir comme une opportunité. Et le voir comme une opportunité. Plutôt qu'une contrainte. Oui, parce que ces populations nouvelles, elles sont venues pour la qualité de vie. Et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure en introduction. Meilleur air, meilleure eau, meilleure alimentation, meilleures relations sociales, sortie de l'indifférence. Et ça fait partie de cette attente qui n'est pas idéalisée, mais qui porte sur notre territoire rural. Et donc, la sobriété foncière est nécessaire pour que la promesse soit tenue. Alors, j'aimerais du coup qu'on avance un tout petit peu sur la construction du SCOT. C'est aussi construire finalement des politiques sectorielles et arriver à les articuler entre elles. Alors, dans un contexte de sobriété, alors déjà sans sobriété foncière, c'est quand même complexe. Dans un contexte de sobriété foncière où on dit du coup l'enveloppe urbaine existante, c'est le périmètre et on bouge pas de là. Et pourtant le besoin augmente, le besoin de logement, le besoin d'économie. Comment on fait? Donc comment vous articulez les politiques sectorielles entre elles? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la manière dont ça s'est déroulé sur le SCOT? Alors, on a cherché à les mettre un peu dans l'ordre, en repartant du citoyen, de l'habitant. Qu'est-ce qu'il fait venir? L'actif, c'est le boulot. Et donc, on a remis dans l'ordre la question de la stratégie d'attractivité économique du territoire. Parce que on peut toujours essayer de rêver de construire des logements, mais s'il n'y a pas de taf sur le territoire et au coût des déplacements, c'est pas la peine, on peut, mais on va pas attirer. Donc on a remis la stratégie d'attractivité économique en premier. Alors économique dans toutes ses dimensions, industrielle, touristique, commerciale, artisanale, de services également. Et en fonction de ces stratégies économiques, quel besoin de logement ça induit. Et là, en regardant quel est le niveau de vacances, alors la chance qu'on a eue en élaborant le SCOT, c'est que les 3 communautés membres élaboraient en même temps les 2 plus rurales, leur PLUI, et la communauté de Glomaracher est en cours d'élaboration du PLUI avec un volet de logement. Et donc cette chance, c'est que le travail de terrain fait dans le PLUI a nourri le travail plus macro à l'échelle du SCOT. On a nourri ces 2 échelles. Ça n'a pas été simple, la circulation des 2 documents, parce que l'un doit servir de cadre à l'autre qui est élaboré au même moment, parce que la loi Allure a mis le même calendrier pour tout le monde. Mais on a dit, allez, là aussi, ne subissons pas, faisons-nous une chance et maximisons les outils. Et ça nous a permis de mesurer la réalité de la vacance en sortant des fichiers fonciers, en sortant d'une approche totalement documentaire. Mais donc les maires ont arpenté leurs rues pour faire le repérage de la réalité des logements vacants. À l'arrivée, il y en a moins que ce qui est identifié dans le fichier foncier. Mais c'est une réelle ressource à avoir. On a identifié et mis en priorité la mobilisation des dents creuses, des espaces dans l'enveloppe urbaine pour densifier davantage. Alors de manière différenciée entre la ville-centre, qui est d'avance plus dense, et un bourg rural. On ne va pas demander le même niveau d'exigence de densité au risque de défigurer cette armature, ce village rural, dans sa forme urbaine. Alors là on parle des fonciers à mobiliser. Oui. On va en parler tout de suite après. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets du coup de la stratégie en termes de, par exemple, d'économie sur votre territoire? Je crois que vous avez développé une stratégie autour d'une activité économique diffuse, par exemple, oui. Et en lien avec l'emploi. Comment ça s'est traduit concrètement? Oui, on a considéré que la totalité du territoire était propice à la création d'entreprises et que les entreprises n'avaient pas vocation à être centralisé que dans 2-3 pôles principaux, parce que qui dit centralisation aussi des actifs, et mort des villages demain. Je vous dis 100 communes sur le territoire du SCOT. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir avoir une activité économique aussi à la campagne. Alors parfois, on a d'anciennes exploitations agricoles,
qui se sont regroupés et des bâtiments qui sont plus en activité. Et là, dans une des communautés de communes qui est membre, on a eu un avis à donner sur un projet de transformation d'une partie du foncier bâti agricole pour accueil d'activités artisanales dans tout ou partie des mêmes murs que l'exploitation agricole. Et voilà, c'est ce genre de mutation qui est pertinente pour pouvoir accueillir des activités aussi en milieu rural. Et puis, comme la loi climat-résilience avec la trajectoire ZAN va en consommation déclinante, il y a quand même une petite possibilité de consommation vraiment mais mesurée et stratégique et la plus sobre possible. Et donc, mettons-la au profit de l'accueil d'activités ou de renforcement des pôles de proximité pour pouvoir accueillir telle ou telle entreprise de services. On a la chance d'avoir la fibre optique qui couvre mais à la fin de l'année la totalité du territoire, ce qui nous a permis déjà d'accueillir certaines activités, notamment de services. On a dans une des communes rurales, une des plus rurales du territoire, l'une des entreprises en France qui programme les panneaux d'arrivée et de départ des trains dans les gares, qui sont programmés depuis un village. Mais du fait de la fibre optique, c'est faisable depuis un village rural. Ils emploient 5-6 personnes de mémoire sur cette commune-là. C'est autant d'actifs qui sont localisés et qui sont consommateurs, qui sont engagés associativement localement. Et voilà, mais il y a cette stratégie de localiser préférentiellement des activités économiques. Alors, tout n'a pas vocation à être partout. Dans les zones d'activité, il y a des activités qui ont des nuisances, qui génèrent des flux de circulation, de livraison, de logistique pertinents qui sont à mettre dans ces zones d'activité ou de synergie entre entreprises. Mais même en ce sein-là, le SCOT a esquissé ce que pourrait être la zone d'activité du futur, en décrivant un peu ce qu'on entend par là, en poussant au bout du bout la logique de mutualisation. Est-ce que chaque entreprise de zone d'activité a besoin de son accueil individuel? Est-ce que l'accueil peut être mutualisé? Salle de réunion, de formation, espace de restauration, pourquoi pas espace de stockage des déchets et de collecte des déchets? Et c'est là que, parce qu'on rapproche, ah mais pourquoi tu jettes ça? Moi j'en achète, j'en ai besoin pour mes emballages. Et on met en place une stratégie d'économie circulaire, donc vertueuse. En plus, c'est une contrainte, mais qui est gagnante et qui a un vrai gain. L'enjeu, c'est d'associer les entrepreneurs à cette réflexion-là pour qu'ils en soient partie prenante et qui, eux aussi, la choisissent pour ne pas la subir. Ce que l'on s'applique à nous, l'enjeu, c'est de l'associer aux autres. Et voilà, on réfléchit à ça. Mais de la même manière, l'îlot bâti, est-ce qu'on peut avoir un espace de service au sein d'un îlot bâti, d'avoir un logement d'accueil pour famille et amis, plutôt que d'avoir une chambre d'amis dans chaque maison qui sert 4 fois par an, 5 fois par an. Donc on limite peut-être le besoin de construction en construisant autrement. Voilà, mais le SCOT esquisse ces pistes-là comme des pistes de réflexion. Un SCOT, ce n'est pas un document prescriptif, c'est un document d'orientation et d'objectif. Après, c'est le plan local d'urbanisme qui va fixer les règles. Ouais, donc c'est jouer sur les complémentarités, les mutualisations et sur une méthode évidemment qui nécessite la coopération entre les acteurs. Sinon, on ne peut pas mutualiser les choses parce qu'on ne sait pas que tel acteur a besoin et tel autre a l'objet. Voilà. Et là, ZAN nous aide. Et là, la contrainte ZAN, et on est bien content de trouver la contrainte ZAN parce qu'à un moment, il faut qu'on change. Sinon consommons. On va avoir vidé l'enveloppe et après, ça sera zéro. Donc si on veut continuer à accueillir de nouvelles activités, de nouvelles constructions de logements aussi, soyons sobres dès maintenant, parce que la sobriété, c'est pas serrer la ceinture. C'est je prends ce que j'ai besoin et uniquement ce que j'ai besoin, la sobriété. On l'entend souvent par ces ceintures, c'est zéro, c'est la fin du développement, c'est plus rien de possible. Et l'intérêt qu'il y a à le traiter à une échelle comme le SCOT, c'est de veiller, et on a, dans cette stratégie de territoire désirable dans toutes ces parties rurales, c'est qu'on a affirmé un droit au développement de l'ensemble du territoire. Après, toutes les communes n'ont pas les mêmes capacités financières, n'ont pas le même foncier disponible, certains n'en ont pas, mais on n'a pas fermé. Il y a des territoires où ça a été plus compliqué, où tout se concentre sur un seul endroit qui veut tirer son épingle du jeu. Mais là, il y a cet équilibre à trouver. Oui, il y a une ville-centre, il y a des pôles relais qu'on a voulu aussi renforcer, y compris commercialement. Il y a un niveau de service minimum qu'il faut apporter. Et donc, s'il y a une consommation foncière, elle sera plutôt là, parce qu'il y a besoin de renforcer ce pôle-là, de même parce qu'on n'est pas des kilomètres et des kilomètres à faire pour avoir accès à un service. C'est ça, aussi cette dimension qu'il y a dans les deux sens dans le SCOT. Donc là, on a beaucoup parlé effectivement de la planification territoriale, à l'échelle territoriale. Maintenant, on peut essayer peut-être de rentrer un peu dans la ville et dans une échelle plus micro, celle de l'opération.
et voir comment la sobriété foncière impacte d'abord les formes d'urbanisation. Puisque, on l'a dit, on est sur une enveloppe définie, fermée, enfin en tout cas limitée, il va falloir faire la ville sur la ville, ce fameux. Mais ça, il va falloir vraiment le faire maintenant, et ça va impacter forcément de transformer les formes urbaines autour de. On peut parler d'un triptyque: densification, renouvellement urbain et les logiques de renaturation des sols urbains. Alors, j'aimerais vraiment d'abord sur la question de la densification, parce que c'est un vrai sujet délicat souvent pour les élus et en particulier dans les territoires ruraux. La densification peut faire peur et la densification d'ailleurs à un certain seuil n'est pas forcément efficiente d'ailleurs, y compris sur un plan environnemental ou écologique. J'aimerais savoir comment se passe dans votre territoire cette compréhension de la densification et cette nécessité d'aller quand même vers ces sujets-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on prend plus ou moins facilement selon les territoires? Si je prends l'exemple de la ville de Vendôme, où je suis élu, on avait en centre-ville un ancien collège qui a été fermé par le département parce qu'il n'y avait plus besoin d'autant de collèges. Il en a été reconstruit un plus proche d'autres parties bâties. Eh bien, à la place, on a permis la construction d'immeubles, mais là, alors, un de logement social et un d'accession à la propriété, locatif ou de propriété, différents, mais on doit être sur du R+5 plus attique, mais on est globalement dans les géométries qu'il y a un peu dans le quartier. Quand on a déjà une densification verticale existante sur un territoire, c'est plus facile à faire, et on a là une ancienne usine désaffectée aussi en plein centre-ville de Vendôme, qui va accueillir du bâti diversifié entre du dense, de la maison de ville, de manière à avoir des formes urbaines diversifiées, mais on a intégré davantage de densité qu'on l'aurait peut-être fait il y a plusieurs années. On aurait peut-être été moins spontanément sur du collectif, peut-être plus sur de la maison, parce que pensant que tous nos concitoyens, comme si c'était uniforme, avaient une aspiration à la maison individuelle, alors que ce n'est pas vrai. Il y a une partie de population qui n'aspire plus justement à la maison individuelle, certains vieillissants ou pas, et donc il s'agit d'avoir une offre différenciée, pas une monoforme. C'est la difficulté des tissus pavillonnaires qui sont monoformes et même uniformes à défaut d'être monoformes. Et on a, à contrario, parfois, dans certaines communes, cette difficulté à intégrer un peu plus de densité. Alors, comment elle se traduit, cette difficulté ? Elle se traduit avec des parcelles plus petites. Bon, ça, globalement... La difficulté aussi. La difficulté, elle est... Est-ce que c'est une difficulté du point de vue plutôt des élus ? J'ai l'exemple d'une commune qui a un grand projet de lotissement, qui a une monoforme d'habitat, mais où, dans sa classification dans l'armature du SCOT, il lui est demandé de diversifier les formes d'habitat plus denses, du collectif, de l'individuel et autres. Et là, il n'y a que de l'individuel dans le projet de lotissement. Et donc, pour ces raisons-là, et puis pas d'approche bioclimatique, pour ces raisons-là, l'analyse de compatibilité avec le SCOT a conduit à une incompatibilité du projet d'aménagement avec le SCOT. Donc voilà, j'ai deux projets de lotissement de ce type-là. Et à contrario, j'ai sur une autre commune proche un projet là très diversifié qui intègre du bâti en étage de la maison de ville, pareil. Et là, c'est pas dans la ville-centre de Vendôme, mais où le projet est compatible avec le SCOT. Il y a même de l'activité de commerce ou de service au rez-de-chaussée, parce qu'on est de l'autre côté de la rue, il y a un début de centre commercial, donc là on complète. Ça s'inscrit bien, il y a une place de l'espace vert aussi, de végétalisation de pleine terre dans cette opération d'aménagement qui est intéressante. Donc on a rejoint ces trois formes-là. Mais il y a encore cette difficulté quand même du fantasme d'un certain nombre d'élus ruraux qui pensent que pour attirer, il faut la maison isolée sur 1000 m² de terrain. Mais oui, ça peut correspondre à une aspiration de personnes qui arrivent à la retraite et qui ont toujours vécu, alors qui se rapprochent plutôt de la ville-centre et qui cherchent ça parce qu'ils n'ont pas vécu dans un univers dense. Mais il y a une génération d'actifs qui ne rêvent pas de passer tout leur week-end sur le tracteur-tondeuse, de ramasser des branches, de cela. Ils aspirent à de la verdure, à avoir une part de nature sur leur propriété, mais pas dans la même proportion qu'il y avait avant. Et puis, et ça, on l'a vu en élaborant le SCOT, il y a des biens à vendre qui correspondent à une grande maison sur 2000 m².
eh bien, il y en a encore à vendre. Donc, ça existe dans le cadre bâti existant. Donc, commençons par réoccuper le cadre bâti existant, quitte parfois à certains endroits, parce que ça ne correspond plus sur la forme, sur la distribution et autres, peut-être déconstruire pour reconstruire, alors idéalement en récupérant et réutilisant les matériaux de déconstruction. Ce qui est l'intérêt de la loi climat-résilience, c'est que c'est comme le SCOT, elle est globale. C'est pas qu'un truc, quoi. C'est pas une loi en silo pour une fois. Elle est des thématiques, mais on aborde parfois le même sujet différemment en fonction de la thématique. Et c'est vraiment ça, c'est dire, mais comment on en fait une filière aussi pertinente pour le territoire qui génère l'activité économique, parce qu'on a une entreprise qui fait de la déconstruction et de la récupération du recyclage de matériaux. Donc on a déjà des éléments sur le territoire pour mettre en œuvre cette stratégie vertueuse qui est là. Donc là, il s'agit de ne pas s'interdire non plus, on ne fige pas le village comme il était. Donc vous avez commencé à en parler, le recyclage des matériaux, et tout à l'heure vous avez parlé du recyclage foncier. Comment vous travaillez effectivement à l'échelle de votre territoire sur la mobilisation des fonciers invisibles? Parce que finalement c'est ça la clé de la sobriété foncière à l'échelle de la ville, c'est d'aller chercher les fonciers non utilisés, qu'on dit invisibles. On a parlé beaucoup de ça ces derniers mois. Oui. Invisibles, ça veut dire les fonciers qu'on n'utilisait pas dans un paradigme d'extension et que maintenant on regarde de nouveau de manière différente. C'est les friches, c'est les dents creuses, c'est les logements vacants dont vous avez parlé à réhabiliter, c'est voilà, tout un tas de fonciers à réinvestir. Comment ça s'est déroulé au niveau du territoire? Est-ce que vous avez déjà fait un travail d'identification de ces fonciers et de remobilisation de certains? Et quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, ça se passe. Cette usine déconstruite, là l'opération n'est pas encore construite, donc c'est quelque chose qui est en cours avec la construction de logements à la fois denses et même de logements inclusifs dans cet îlot. Là on est vraiment dans du recyclage de foncier qui était invisible parce que jusque-là il y avait des hangars, il y avait... on n'imaginait pas que ça puisse être autre chose que, eh bien, tout a été rasé. Alors, il y a des problèmes de dépollution, mais ça, c'est aussi d'autres outils. Et il faudrait décupler le fonds friche si on veut contribuer financièrement à toutes les dépollutions. Mais le projet d'aménagement tire parti aussi de la cartographie précise de la pollution, mais ça nécessite de connaître précisément les niveaux de pollution. Eh bien, là, on va être plutôt sur des espaces herbagés et on va pas construire, il va pas y avoir de personnes qui vont habiter sur une partie où il y a peut-être des résidus de pollution. Donc, l'aménagement a tiré parti de cela. Mais là, on a un vrai exemple de recyclage foncier de centre-ville. Dans l'élaboration du PLUIH, là, on a identifié dans chaque commune la totalité des dents creuses dans les enveloppes urbaines. Avec la difficulté, c'est que la collectivité n'est pas maîtresse de ce foncier. Parfois, certains propriétaires ne sont pas vendeurs. Mon intuition, c'est que la raréfaction va faire qu'à un moment, ils vont sérieusement se poser la question du gain qu'ils peuvent en tirer. Et le premier qui fera faire une évaluation va le dire aux autres, il va dire peut-être y regarder à deux fois quand même. Je pense que ça redeviendra attractif. Sur les friches, la difficulté qu'on a, c'est qu'hormis cet exemple d'anciennes usines, on a très très peu de friches. C'est l'une des difficultés des territoires ruraux, c'est qu'il y a peu de friches industrielles. On a la chance d'avoir un territoire qui est très industriel et l'essentiel des entreprises sont encore exploitées. Sauf quelques rares cas, les seuls fonciers, j'ose dire, de friches, c'est d'anciennes fermes abandonnées au milieu des champs. Mais donc là, c'est des bâtiments dont il n'y a plus de toit. Enfin, mais c'est des petites surfaces. Enfin, on ne peut pas en faire un projet parce que c'est des trucs complètement disparates, sauf pour les passionnés d'urbex. Alors ça peut être des endroits un peu géniaux à capitaliser. On peut faire une stratégie territoriale touristique d'urbex, ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait un assureur qui nous suive. Mais voilà, on a buté sur cette difficulté parce qu'on a commencé dans le SCOT à inventorier les friches. Ça s'est fait via le travail à la parcelle dans les PLUI. Et ça, c'est une chance. Et le constat, c'est qu'effectivement, on en a peu. Par contre, il faut que l'on intègre ce qui n'est pas encore une friche et qui demain peut le devenir. C'est-à-dire qu'une activité qui est dans des bâtiments anciens. Eh bien, et on commence à le voir. On a eu là récemment à Vendôme une entreprise qui va se délocaliser en zone d'activité. C'est plus du tout adapté en centre-ville parce que les livraisons, c'est des nuisances, c'est les machines de fabrication aussi. Donc c'est un foncier qu'on va pouvoir recapitaliser en centre-ville. Et là, soit pour du logement, soit pour de l'activité, soit pour de l'associatif. On n'a pas encore de projet, mais il y a un vrai enjeu sur du foncier de centre-ville d'activités économiques qui l'ont été. En périphérie, on a peu de friches industrielles. Ça, c'est la difficulté. Les dents creuses, on les a inventoriées. Et ça, éventuellement, et évidemment, et là, dans la classification, dans le PLUI, l'outil que l'on a, et là, c'est le travail de négociation que l'on entame ces jours-ci avec l'ensemble des maires du territoire de la communauté d'agglomération.
sur le zonage de zones constructibles et pas constructibles. Et là, on a une trajectoire à suivre, hein, et donc on ne peut pas ouvrir plus que ce que la trajectoire ZAN nous fixe, alors qu'on a traduit dans le SCOT, et ça heureusement le SCOT a fait le boulot, en sectorisant l'économique, le résidentiel et puis l'activité aussi, en étant poreux entre les trois. Ça va donner lieu à partir du premier inventaire des besoins des élus, on en a 3 fois plus de besoins que l'enveloppe à couvrir. Donc, voilà, ça permet de mettre sur la table les choses et puis de se dire, on peut peut-être phaser aussi dans le temps. Tout va peut-être pas se faire dans le long terme, parce qu'il y a aussi un enjeu que les opérations ne se cannibalisent pas les unes les autres, parce que de courir plusieurs lièvres à la fois, alors je ne suis pas chasseur, mais je pense qu'un chasseur qui part en courant plusieurs lièvres à la fois, c'est quoi, rentrer bredouille de la chasse. Et donc là, ça fait un peu pareil, et au risque qu'il n'y ait aucune opération qui soit rentable en termes de construction, parce qu'elles sont toutes commencées, elles sont toutes un bout commercialisées, et un bout pour commercialiser. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Et puis dans ce foncier invisible, il y a parfois du foncier où on a l'impression qu'il est naturel, parce que la nature a repris ses droits. Et on avait un exemple sur le périmètre de la gare TGV à Vendôme, qui était où de la futaie et autres avaient repris ses droits, mais c'était de la zone d'activité économique qui a été viabilisée, mais ce n'était pas la priorité de nos prédécesseurs. Donc il y avait un début de viabilisation faite, et puis après la nature avait repris un peu ses droits. Et là, en priorité, on a utilisé ce foncier-là. Avant d'étendre la zone d'activité, on a capitalisé sur ce foncier-là pour accueillir des activités nouvelles sur le territoire. Alors, donc, on n'a pas parlé de la renaturation. On va en parler bien sûr, mais là, donc, on a identifié les fonciers à mobiliser dans le cadre du ZAN. Une fois qu'on a identifié les fonciers, ça fait pas tout. Après, il faut pouvoir faire l'opération. Oui. Et effectivement, on se rend compte que la faisabilité technique et financière souvent de ces opérations est beaucoup plus complexe, et que donc la sobriété foncière finalement impacte la manière de produire, qui n'est plus celle de produire dans une extension où les choses et les données étaient simples finalement. Là, on est sur des fonciers complexes et où l'équation économique souvent n'arrive pas à se conclure et à se finaliser. La clé, c'est la question de la maîtrise foncière, finalement. Est-ce que, alors, sur cette question de la maîtrise foncière, c'est quand même très intéressant. Il y a des débats aujourd'hui autour de ce sujet. Est-ce que le foncier, par exemple, doit devenir un commun ? Et puis ensuite, j'aimerais vous entendre sur les outils pour rendre ces opérations possibles, et donc sur les questions de fiscalité notamment dont vous avez pris position. Devant les questions de difficulté d'accès au foncier, j'ai déjà en comité de pilotage, on m'a posé plusieurs fois la question, faut-il continuer à vendre le foncier ? Parce qu'on a quand même un objectif sur nos territoires et l'ensemble de nos politiques publiques, c'est une question de solidarité. On a une devise républicaine qui est au-dessus de tout. Et notamment cette question d'égalité et de fraternité qui est le corollaire de la liberté. Et demain, est-ce que la liberté d'entreprendre n'est ouverte qu'à ceux qui ont les moyens de se payer le foncier pour exercer leur liberté d'entreprendre ? Moi, ça me pose une question éthique et une question de démocratie aussi. Donc c'est pour ça que je me pose sérieusement la question, faut-il continuer à vendre le foncier, que ce soit économique ou pas ? Il y a des territoires qui expérimentent une dissociation du foncier et de la construction, alors via le bail à construction par exemple, c'est un outil. J'ai participé à des tables rondes sur le sujet. En milieu rural, c'est pas encore bien la culture. Parce qu'on n'a pas la culture d'un opérateur foncier et puis d'un locataire. Déjà, en milieu rural, payer un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. J'ai rien à moi. Et locataire, ça peut être qu'un truc transitoire. L'objectif, c'est le propriétaire d'avoir un truc à moi. Ça, je pense que ça va évoluer, j'espère, mais c'est un choc de culture. Et c'est en cela où il y aurait besoin d'un choc de culture. Un petit territoire ne pourra pas faire le choc de culture lui seul. Bien au contraire. Il pourra faire fuir une population qui n'a pas fait ce choc de culture et qui ira vers une concurrence des territoires qui, eux, les serviront le tapis rouge aujourd'hui. Le bail à construction, pour moi, c'est un vrai sujet et un vrai outil, ou bail amphithéotique, mais cette question du bail pour dissocier la question du foncier de la question de l'usage et de l'occupation que l'on en fait. Il y a la question des foncières. On n'en a pas sur le territoire encore, parce que, sans commune, on n'a que 70 000 habitants. Donc, puis il y a une question de fond, de mise de fonds qui est nécessaire. On commence à se poser la question d'adhérer à l'EPF, à l'établissement public foncier local, pour porter son nombre d'opérations.
il y a une des 2-3 communautés membres de mon territoire, la plus petite, qui vient d'adhérer à l'EPF. Donc voilà, je pense que ça va faire réfléchir les autres, notamment pour de la requalification de vacances de centre-ville ou autre. Je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, l'EPF ou le PRACA sur des structures commerciales de périphérie dégradées, comme on en a en quartier prioritaire sur la ville de Vendôme. Donc voilà, ça fait partie de ces outils. Aujourd'hui, la réflexion, elle n'est pas mûre chez nous, parce que, et ça nécessite de la porter avec les entrepreneurs, avec les habitants, avec aussi les professionnels de l'immobilier. On lance, alors peut-être pas une OPA, mais le pacte territorial, mais l'équivalent pour capitaliser sur la rénovation thermique énergétique de l'habitat. Là aussi, pour éviter d'avoir, remettons au goût du jour et de manière performante quelque chose qui existe, pour éviter d'avoir, à défaut, à construire du neuf mieux au lieu de réhabiliter de l'ancien. Enfin, si on mise sur l'économie circulaire, il faut miser sur l'urbanisme circulaire de la même manière. C'est la même logique, c'est le même état d'esprit. Donc ça fait partie de ces quelques outils que l'on peut mobiliser à ce titre-là. Est-ce qu'avant de conclure, vous pouvez nous donner un petit mot sur la fiscalité Sur la fiscalité. Alors, je suis intervenu, même récemment, auprès d'une commission au Sénat qui réfléchit sur le modèle économique du ZAN. Et la Fédération des Scots a fait une analyse assez poussée, elle a publié le document est en ligne sur le site de la Fédé Scots, sur une analyse de tous les dispositifs fiscaux en France. En gros, passer au crible, ça sert la sobriété foncière, ça dessert la sobriété foncière ou c'est sans effet sur la sobriété foncière. Et le constat, alors on le savait, mais on n'avait pas identifié tous les leviers fiscaux qui allaient dans ce sens-là, c'est que l'essentiel de la fiscalité locale, elle est assise sur plus de consommation foncière. La taxe foncière sur les propriétés bâties, la seule qui reste aux communes, c'est plus il y a de consommation foncière bâtie, plus il y a de recettes. Dans le contexte difficile de financement des collectivités aujourd'hui, dire un maire, un ZAN, c'est double peine. C'est-à-dire que je ne peux plus rien faire, c'est moins de recettes et moins d'habitants. Et donc derrière, c'est plus d'école. Au niveau économique, la CFE. Plus il y a de construction de foncier construit, plus la cotisation foncière des entreprises est forte. Et donc le financement de l'EPCI, c'est son principal outil. Et donc, j'ai interpellé les sénateurs sur la nécessité, mais là, de revoir de fond en comble la totalité de la fiscalité. La question des droits de mutation sur les propriétés bâties, c'est peut-être pas assez dynamique. Il y a peut-être quelque chose autour de la TVA, par exemple, à jouer sur le type de matériaux, parce que je déconnecte pas ZAN de ZEN, de zéro émission nette. Notre objectif, c'est la décarbonation. Alors, dans les deux sens, du fait du net, c'est par le puits de carbone et par la moindre émission. C'est dans les deux sens que l'on peut jouer. Et ZAN vient aussi trouver sa place dans ce jeu-là. Et donc, j'ai invité les sénateurs à balayer la totalité de la fiscalité, peut-être à la mettre totalement cul par-dessus tête et à la réinventer. Je ne suis pas certain que des simples aménagements à la marge, alors j'en ai proposé quelques-uns, par exemple sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, j'ai proposé que le rez-de-chaussée, ras de sol, lui soit imposé à 100%, mais les étages à 50%. Donc ça pousse à la densification verticale, parce que là, il y a un enjeu, parce qu'aujourd'hui, la taxe foncière sur la propriété bâtie, c'est la totalité de la surface de plancher, donc 3 étages, c'est 3 fois la même surface, la base d'imposition. On peut peut-être jouer sur ce niveau-là. On peut jouer aussi sur la fiscalité liée à l'occupation, liée à la façon de construire. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Alors, pas spécialement que sur du dégrèvement. On peut jouer sur l'assiette, sur le taux. Voilà, j'ai abordé cette question fiscale en disant, mais voilà, nos principaux leviers locaux, alors en évitant de déposséder les élus locaux du lien à l'impôt, parce que sinon, c'est trop facile de dépendre totalement de dotations ou de reversements au bon gré de celui qui les reverse. Et puis, en face de la fiscalité, les dispositifs publics d'accompagnement, les aides à la pierre, aussi aux bailleurs sociaux, pour qu'ils puissent investir davantage aussi en territoire rural et pas qu'en territoire urbain sur de l'acquisition-réhabilitation, qui font peu, faute de moyens aujourd'hui. Mais le bailleur social, c'est aussi l'un des acteurs pour accueillir des actifs en milieu rural. Il y a de gros chantiers en perspective. Il y a d'énormes chantiers. On ne peut pas tout ouvrir. Il y aura peut-être des questions. On peut parler de renaturation, donc il y aura peut-être... Oui, on va s'arrêter là. J'aurais souhaité qu'on parle de la gouvernance, mais je suis absolument certaine qu'il va y avoir des questions de gouvernance, puisqu'on est quand même dans une promotion de gouvernance locale. Donc, je vous remercie énormément, Monsieur Asselet. C'est très intéressant. Place aux questions. C'est toujours la première, toujours pareil, qui est difficile. Justement, pour rester sur le dernier point de la fiscalité, donc le système progressif de la taxe foncière dont vous venez de parler,
Ça veut dire en fait qu'il y aura, que la taxe foncière va être augmentée. Augmentée, peut-être pas. Dans ces cas-là, elle est plutôt diminuée, parce qu'aujourd'hui, imaginons une maison avec un rez-de-chaussée et 2 étages, elle en paiera un tiers de moins. Parce que le premier étage 100%, 50% le premier étage, 50% le deuxième. C'est une proposition que je faisais, mais cette idée de progressivité pour inciter à la densification verticale plutôt qu'à du totalement horizontal, c'est qu'à un moment, ça soit plus coûteux de faire ce qu'on veut plus et que ça soit moins coûteux de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait voir. L'objectif, il était là. C'est un petit maillon dans cette chaîne globale avec cette stratégie que j'ai présentée aux sénateurs. L'enjeu, c'est comme la réhabilitation de l'ancien par rapport à la construction de neuf. À un moment, il faut que l'équation, pour quelqu'un qui a un projet entre neuf et ancien, il faut qu'elle soit au bénéfice de l'ancien. Quitte à le déconstruire pour le reconstruire, mais que ce soit au bénéfice de l'ancien. Oui, une question, moi, c'est plutôt une constatation. Donc, c'est vrai que le ZAN a eu un effet négatif sur nos primo-accédants. Donc, je suis dans un territoire extrêmement rural, 97% de surface agricole utile. Donc, et là, le prix de l'immobilier, des terrains, augmente. Et plus de primo-accédants, derrière, les écoles, moins d'enfants. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Nous, on a un deuxième problème, je pense que dans le SCOT, et on avait l'occasion de gérer le ZAN soit en tant que PLUI, en tant qu'interco, ou en SCOT. On l'a pris en SCOT, mais on voit bien que je suis avec Fécamp, et eux sont sur une branche du littoral, donc avec d'autres problématiques qui sont bien différentes que les nôtres. Et donc là, c'est un vrai souci. Je pense que c'était un regret. Je pense qu'on aurait dû nous le gérer directement au niveau de l'interco, qui est assez particulière. Voilà, c'était juste une remarque. Alors, peu particulier, peut-être qu'avec le temps, vous vous rendrez compte que vous avez fait le bon choix. Parce que j'échange avec un de mes collègues, Patrick Pesquet, que vous connaissez peut-être, qui est aussi administrateur de la FEDESCOT avec moi, ou notre collègue de Bretagne, qui est maire de Cancale, donc retrait du trait de côte, ça ils connaissent. Et je suis intervenu il n'y a pas si longtemps auprès des élus de Vannes aussi, et de réfléchir sur les questions de complémentarité territoriale entre un territoire qui est marqué par le retrait du trait de côte, et donc avec une limitation forte de la consommation, mais donc peut-être de jouer des synergies territoriales sur les territoires où il est possible d'accueillir cette population qu'il ne sera plus possible d'accueillir demain sur le littoral. Et la réflexion à l'échelle SCOT, l'avantage de la réflexion à l'échelle SCOT, c'est qu'on reste sur les dimensions de stratégie, parce que sinon, à l'échelle PLU, on est obligé de figer sur un plan de zonage quelque chose. Après, oui, on peut toujours le modifier. Mais ça coûte, c'est du temps, c'est une procédure, il y a une enquête publique, il y a de plus en plus de documents d'urbanisme qui tombent sous le fait de recours. SCOT comme PLUI, là, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y en ait pas qui tombent. Voilà, c'est cette question de complémentarité qui joue. Effectivement, on a des disparités territoriales qui fait que c'est assez complexe. Mais cette question de l'accès au foncier, pour moi, est capitale. C'est pour ça que la question que je posais, c'est faut-il continuer à vendre le foncier ? Je ne suis pas certain, mais faut-il encore en être propriétaire ? Alors, un foncier qu'une collectivité serait propriétaire aujourd'hui, elle peut ne pas le vendre. Mais si en face, et je comprends le dilemme de collègues élus, si en face, il n'y a que des acheteurs et aucun loueur, l'école, le dernier commerce, c'est en cela où c'est pas simple. Mais pour moi, il y a une vraie question de solidarité territoriale. La question bailleur social peut être, mais le jour où ils accepteront davantage d'intervenir en milieu rural, et ça, faut qu'ils soient aidés davantage, et notamment nationalement. Non. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question concernant vous évoquiez la difficulté à connaître les sols, les services qui rendent à l'environnement. Alors, derrière l'objectif du ZAN, je me demandais quels outils, comment vous arriviez à prioriser les sols que vous voulez mettre en renaturation au regard des services à rendre. J'imagine que vous connaissez vos bassins versants, que tous les sols n'ont pas la même capacité à rendre des services. Est-ce que vous avez des sujets particulièrement stratégiques en tête, et du coup, est-ce que vous avez des fonciers que vous voulez prioriser en termes de renaturation ? Le problème, c'est qu'on a pris la renaturation, alors on ne le prendrait peut-être pas de la même manière aujourd'hui, parce que la loi climat résilience venait d'être votée, et donc peu de références, pas beaucoup de littérature et peu d'expérience, donc on est parti sur les questions de friches. Enfin, pour nous, renaturer, c'était friche à rendre à la nature. Mais il y a la restauration de zones humides. Et ça, on l'a intégré dans le SCOT, au moins de préserver celles qui existent
et de ne pas altérer celles qui pourraient être altérées dans la question des zones humides, de préserver les lits des rivières. Et on a porté une attention aux lits des rivières et en alertant, et là sous l'angle de la question de la ressource en eau en quantité et en qualité, sur certains cours d'eau bien pollués par les intrants, notamment de sources agricoles, peu industrielles pour notre territoire, mais surtout agricoles. Et on a pointé, on s'est fixé des objectifs. Alors, l'avantage pour l'élaboration du SCOT, c'est qu'on a un SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement et d'égalité des territoires, développement durable et égalité des territoires de la région centre, qui est allé assez loin dans une dimension environnementale et qui avait d'ailleurs fixé l'objectif ZAN à 2040. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur le SCOT, on avait déjà, même la loi climat-résilience n'était pas passée, mais on avait déjà ZAN parce que le SRADET le fixé en 2040. Donc on a pris en compte le SRADET et ces questions liées à l'eau, liées à la place de la nature et de la biodiversité, elle était déjà prise en compte dans le SRADET. Donc ça nous a malgré tout facilité la tâche, comme on veut que le SCOT facilite la tâche des PLUI. Et donc sur cette question de renaturation, l'autre élément qu'on a identifié dans les éléments de renaturation, et il y a un certain nombre de communes qui s'y penchent, c'est la question des cours d'école. C'est pas des opérations symboliques, parce que c'est pas rien, c'est la qualité d'enseignement, c'est la qualité d'attention, c'est le mieux-être des enfants, qu'on préserve aussi sur leur santé durable. Et puis la cour d'école plus nature dans un quartier, c'est un îlot de verdure supplémentaire. Et donc, nous, sur la ville de Vendôme, on commence à s'y pencher là sérieusement. Il y a des communes qui l'ont déjà expérimenté, qui sont un peu pilotes. Donc ça fait partie de ces lieux aussi de renaturation un peu particulière, mais parce qu'on a le CAUE, c'est aussi positionné dessus en accompagnement, mais on n'a pas identifié de lieux de renaturation préférentielle. Peut-être qu'aujourd'hui on le verrait différemment. Sur la partie accompagnement, attractivité du territoire, notamment requalification des dents creuses, de parties de territoires qui peuvent être retravaillées un peu à l'ancienne, à la manière d'une ZAC, ou de manière plus grande échelle, ou de manière diffuse. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les EPF, aujourd'hui, sont pas forcément plus sollicités? Quels seraient les freins au niveau des mairies, au niveau des collectivités? Parce qu'il y a quand même une ingénierie qui est très forte, un savoir-faire, il peut apporter du financement. Et puis on peut faire une pierre deux coups. On peut le traiter du ZAN, mais aussi de la transition énergétique, en imaginant des lieux de production à plus grande échelle. J'ai deux réponses sur l'EPF. J'ai entendu les témoignages de plusieurs EPF, certains super sexy, compréhensibles, abordables, désirables, d'autres pur techno, imbuvables. Et bien dans les territoires où c'était imbuvable, ça fait pas envie, hein. Déjà c'est incompréhensible. Et puis l'autre frein, c'est la taxe. Ça veut dire on ajoute une imposition. Et donc, élu qui prend la décision de quelque chose qui ajoute de l'imposition, alors à l'arrivée, c'est pas grand-chose. Le territoire voisin du mien, j'ai une ancienne collègue dont le territoire était adhérent de l'EPF, où ils ont une bonne situation tous les deux, ça devait être 8 ou 12 euros par an en plus, hein. Donc c'est rien en termes de dépenses, mais pour le gain possible et l'ingénierie à apporter. Donc nous, on se pose la question de l'EPF. Sérieusement, le fait qu'il y ait plusieurs territoires, notamment ruraux, qui ont rejoint l'EPF, va en faire bouger. Mais pour moi, là, il y a ces deux freins-là. Il y en a qui se rendent accessibles et se rendent compréhensibles avec un retour intelligible et pédagogique, et d'autres pas du tout. Et puis il y a la question de la taxe, qui pour certains élus est un frein vis-à-vis de leur population. Moi, ce serait une question plutôt sur la gouvernance et la concertation à un moment. Vous avez défini concertation avec eux. Et je voudrais voir et que vous nous exprimiez dans le monde rural, qu'est-ce que ça veut dire concertation avec eux. On s'appuie sur le maire, on s'appuie sur d'autres stratégies. Vous avez un renouvellement de stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle intelligence en est sortie? J'en ai eu plein. J'imagine. La première chose que j'ai faite, élu en 2014, donc on était sur un premier SCOT de 22 communes autour de Vendôme. Et déjà qui était sur 2 communautés de communes, 10 contiguës et 4 communes indépendantes. Et en 2017, on a décidé d'élargir, alors refonte communautaire aussi, création de la communauté d'agglomération, d'élargir le syndicat à l'échelle de l'arrondissement, avec l'adhésion de 6 qui finalement étaient 3 communautés, parce que 4 ont fusionné. Et la première chose que j'ai fait, j'ai constitué une conférence des maires pour concerter avec ce premier maillon de la démocratie de proximité
Et pendant 3 ans, avant de lancer la révision, donc 2014 à 2017, on a fonctionné avec l'ensemble des maires de l'arrondissement de manière informelle. Et on a gardé cette conférence des maires pour avoir cette chambre d'écho, voilà, de chaque commune. La concertation, je l'ai faite aussi avec des réunions publiques. Alors, pas des réunions publiques à l'ancienne où il y a un président monté sur un estrade qui parle intellectuellement avec sa tête et puis du bas peuple qui pose une question intellectuelle. Non. J'ai causé 5 minutes et après on s'est mis autour de tableaux. C'est là où j'ai les réflexions sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et si vous aviez une baguette magique, là, vous changeriez quoi tout de suite sur le territoire. Mais dit comme ça, pour que ça... L'enjeu, c'est qu'ils sortent ce qu'ils ont dans le cœur et les tripes. La tête, elle aide à mettre des mots là-dessus. Mais c'est pas avec sa tête qu'on écrit un Scott. C'est avec son cœur et ses tripes. Et donc, c'était pour faire sortir ça de la population. Et ça veut dire, on le fait pas qu'à Vendôme. Donc je l'ai fait à Vendôme, je l'ai fait à Montoire, je l'ai fait dans les 4 pôles principaux du territoire pour qu'il y ait un élément de proximité. J'ai fait des carrefours aussi où on invitait la société civile, les entreprises, les services de l'État, pas que comme personnes publiques associées. Ils sont venus comme personnes publiques associées, mais ils sont venus comme un acteur du territoire, le CAUE, d'autres, des associations environnementales, diverses personnes, pour travailler d'une manière un peu différente, mais toujours en mode participatif. Ça n'a jamais été en mode descendant, ça a toujours été en mode montant, et toujours en amont de phase. La matière première du diagnostic, ça a été cela. Alors de la recherche documentaire aussi et statistique, mais ça a été aussi, ça avait une dimension vécue, quantitative et qualitative. Avant de travailler sur le PADD, parce que, alors après on a modernisé le SCOT, ce qui nous a amené à débattre du projet stratégique, mais ça c'est autre chose, mais on a retravaillé de la même manière cette stratégie autour de la carte du Vendômois, où chacun dessinait le Vendômois dont il a besoin pour les 10 et 20 ans à venir, pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants. Et il y a des personnes de tout âge, de toutes conditions, qui sont venues, pareil, à ces ateliers décentralisés. J'ai en parallèle de ça fait des cafés Scott, des apéros Scott, dans les médiathèques, en fonction qu'elles sont ouvertes le samedi midi, c'était café, qu'elles sont ouvertes le vendredi soir, c'était apéros Scott, où il y avait une exposition itinérante, et là, je ne préparais rien. J'allais à disposition. Alors, j'attendais pas qu'on vienne me voir, parce que non, Scott, ça cause vachement aux gens. Donc, les gens qui viennent pour retirer un livre, je les interpellais, je causais 2 minutes des enfants. Et ça aussi, c'était de la matière hyper riche du vécu, du cœur et des tripes. Et puis, pendant la crise sanitaire, on a fait plutôt en mode visio, et là, on a touché des actifs, des TGVistes, des personnes qui sont pas rentrées aussi. Alors, il y en a que j'ai vus au café et aux apéros, mais aux réunions publiques, aux ateliers, non, ils occupaient de leurs gosses et autres. Et voilà, ça a croisé cela. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je ferai en plus, que je n'ai pas fait, que je regrette, c'est les jeunes. On a 4 internats sur le territoire. J'y ai pensé à un moment, mais on ne peut pas tout faire. Je regrette aujourd'hui de ne pas être allé faire un peu les mêmes ateliers avec eux. J'ai oublié un acteur, on a 2 associations d'entrepreneurs. J'ai pas attendu. J'ai dit, j'ai besoin d'intervenir sur vos prochaines réunions, je vais vous faire bosser là-dessus. J'ai besoin de votre retour, de votre vision, de vos projets. Et donc, je suis allé les chercher. J'ai fait l'aller vers, j'ai pas attendu qu'on vienne à moi. Donc, j'ai croisé tout ça. Merci. Alors, vous avez rapidement évoqué la question démocratique et la question des privilèges que certains pourraient avoir, enfin, des nouveaux privilèges et donc de la production de nouveaux privilégiés d'une certaine manière. Est-ce que, effectivement, quand on pense que, est-ce qu'on ne prend pas le risque de mettre entre les mains de certains propriétaires fonciers, je pense notamment aux propriétaires des grandes zones commerciales, de certaines activités industrielles, de certains grands propriétaires fonciers qui ont eu déjà une certaine offre de logement notamment. Est-ce que d'une certaine manière, on ne va pas créer une distorsion en faveur de ces personnes et finalement leur mettre entre les mains un pouvoir économique extrêmement puissant? Et qu'est-ce qui, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut être fait pour composer avec ça? Alors, on n'est pas directement concerné, nous, sur le territoire, parce que on n'a pas de grands opérateurs de propriété foncière non plus, mais j'ai des collègues qui ont créé une SEM, par exemple, qui assure le portage foncier et le portage de construction, et ça reste avec une gouvernance démocratique, parfois partagée entre public et privé, et c'est sain
qu'il puisse en être ainsi, parce qu'on peut rêver d'un truc entre élus, mais s'il n'y a pas de modèle économique viable en face, c'est cette intelligence collective de rencontre qui est nécessaire, et dans les questions de gouvernance, c'est aussi cela. Et dans la mise en œuvre d'un document comme un SCOT, c'est de continuer à animer ce territoire, et j'y travaille avec les collègues élus, et on y réfléchit, et je porte pas ça tout seul, enfin c'est aussi entre élus, mais il y a à travailler cette intelligence collective pour travailler sur sa mise en œuvre. Et là, j'ai des collègues qui ont porté aussi sur des questions d'énergie renouvelable, par exemple, pour travailler sur l'acceptabilité de certaines énergies renouvelables, notamment l'éolien, hein. Je connais une collectivité qui a créé la SEM et donc qui prend des participations dans les projets, et donc il y a un retour direct et les habitants sont consultés et sont partie prenante de la chose. Sur le foncier commercial, on a été très vigilants. Alors, professionnellement, je suis observateur du commerce, accompagnateur du commerce. Donc, mon cursus, il est de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a un volet commerce assez important dans le SCOT et assez poussé. Et on a analysé justement ces dynamiques de centre-ville et de périphérie. Et le SCOT a dit clairement, c'est plus de nouvelles zones commerciales, pas d'extension de zones commerciales. Alors, extension à la marge de surface commerciale pour se mettre au concept, et encore gradué. On était assez précis de ce côté-là. Les deux seuls cas d'exception, c'est requalification d'une friche. Là, le but, c'est plutôt que de faire du neuf en extension qu'on a bordé, c'est de requalifier une friche, ou l'investissement dans les centralités. Et ça, d'investir en centre-ville, là, il n'y a pas de limite de surface. Alors, on ne verra pas du 6 000 ou 10 000 mètres carrés en centre-ville. Mais on a voulu à la fois avoir la contrainte et l'incitation en même temps. Parce que de mettre que le bâton, ça fait mal. Mais d'avoir le bâton et la carotte, bon, voilà, ça peut être entre les deux. Mais voilà, on a été vigilants de ce côté-là. Et puis, en regardant sur nos différents pôles relais, est-ce qu'il y a l'offre commerciale minimum que des consommateurs d'aujourd'hui, pour habiter dans un territoire, ont besoin? Il y a un pôle relais qui a, par exemple, pas de surface de vente de bricolage, jardinage. Aujourd'hui, ça fait partie des besoins du quotidien et de la proximité. Donc, c'est le seul cas de possibilité de création d'une nouvelle surface commerciale, parce que sur cette partie de territoire, il y a un besoin, sinon ça oblige à venir à la ville-centre, donc des déplacements, donc des gaz à effet de serre, donc voilà. Mais on est peu sensible à ça. Mais ça pose la question de la gouvernance, mais clairement. L'EPF, oui, c'est un outil, les sociétés d'économie mixte peuvent l'être aussi, mais ça rejoint la question que je posais tout à l'heure, faut-il continuer à vendre le foncier pour se garantir son égal accès. Les bailleurs sociaux, pour moi, sont vraiment à mettre dans la table pour l'habitat comme pour des rez-de-chaussée d'activité. Oui, simplement, donc je reviens un petit peu sur vos propos, premiers propos. Et n'y a-t-il pas justement une espèce de contradiction dans cette loi climat et résilience? Parce que dans notre région, on voit l'indice de fréquence de traitement des phytosanitaires, on est rouge plus. Et donc, quelque part, on nous demande de conserver le plus de territoires, mais finalement, ces territoires produisent quand même, avec des intrants, pas mal de choses. Et donc ça, c'est un vrai dilemme pour moi de dire on doit sauver des territoires qui, finalement, indirectement, ne produisent pas le bien-être, ni d'ailleurs le climat, d'ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est une grande question, et je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais c'est une question. Je suis en train de lire, et je vous le conseille, le livre de Samuel Porcher. Non, La fin de l'eau, qui est sorti en mars, qui pose la question, est-ce que la guerre de demain ne sera pas la guerre de l'eau, sur l'accès à une eau de qualité. La loi climat-résilience, elle est restée au milieu du gué. Avec un souhait de détricotage avec la loi économie verte, avec peut-être du détricotage avec la loi agricole, peut-être avec du détricotage avec d'autres lois à venir. La difficulté qu'elle a eue, alors sur ZAN mais pas que, c'est qu'elle n'a pas eu d'études d'impact. Elle a manqué d'études d'impact avant, c'est qu'on a fixé le truc, et après démerdez-vous pour trouver le chemin. Et je ne peux pas jeter la pierre aux collègues élus qui sont au vent debout contre, parce que ils entendent que zéro, mais pas de solution en face. On est sur des décennies où on n'a pas suffisamment misé sur la recherche non plus. Et les agriculteurs, c'est ça qu'ils n'arrêtent pas de dire. Mais donnez-nous des solutions. Donnez-nous des solutions. Alors bon, ça fait un bout de temps que la recherche est censée chercher et trouver. Peut-être qu'on ne met pas suffisamment d'argent public de manière stratégique. Il y a peut-être... Mais quand j'ai parlé de la fiscalité, à un moment, c'est la totalité du budget de l'État qui y a peut-être à remettre de la cohérence
globale dans nos stratégies et de chercher à faire un truc, de détricoter parce que ça passe pas, parce que j'ai conscience de ne pas répondre pleinement à la question. Et c'est un peu un constat d'impuissance, parce qu'effectivement, on se fixe un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau dans le SCOT. Quel moyen pour l'atteindre? Personne n'a aujourd'hui capacité à réglementer les pratiques agricoles et industrielles, parce que je n'oublie pas les rejets. Vous qui avez la chance d'être à la fédération, donc de voir d'autres territoires, oui. Vous avez parlé de cœur et de tripes. Est-ce que vous considérez que les autres territoires sont dans la même mouvance? Ou vous sentez quand même des disparités par rapport à ce que vous nous avez présenté jusqu'à maintenant, qui est assez habité quand même? Est-ce que c'est le microcosme du conseil d'administration de la FEDESCOT? Alors ça, c'est des apéros sur le territoire, mais j'ai la chance d'être conforté par les collègues du conseil d'administration de la FEDESCOT avec qui on parle. Et notamment, c'est mon collègue président du SCOT de l'agglomération Messine qui m'a mis les mots de récit désirable. Je ne mettais pas ces mots avant d'en parler avec lui. Je le disais autrement, mais je n'avais pas percuté cette question désirable. Donc, ouais, je rends à Henri la paternité de cela. Mais je crois qu'il y a vraiment ça, l'enjeu. Enfin, les pleureuses, ça fait pas envie, quoi. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup ou pas tant que ça? Sur le coup, oui. Et puis, quand on gratte un peu et qu'on cause, eh ben on ressort il y a l'envie qui revient quand même autour de mer. Et ZAN, finalement, les faire sortir ça, les pousse, ça a peut-être le mérite d'acculer aussi dans les retranchements. Mais j'ai envie de ça. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Mais c'est maintenant que tu dises ce que tu as envie. C'est parce que tu es devant une potentielle impossibilité que tu dises ce que tu as envie avant d'avoir partagé avant ce que tu as envie, mais d'avoir essayé de le faire en catimini ensemble. L'enjeu, il est peut-être plus dans l'individualisme non plus. Il est dans l'approche collective, l'approche communautaire. C'est ça qu'on met en commun. Enfin, on rejoint sur cette question de la terre en commun, de l'eau en commun, mais aussi de territoire qu'on a en commun. Ça n'empêche pas, et chacun avec son niveau de compétence, son niveau de responsabilité, son niveau de projet, son niveau d'échelle. Tout ne se traite pas à la même échelle. Mais oui, non, j'ai la chance de rencontrer des territoires et majoritairement des élus, mais qui comptent pas leur temps et leur envie pour leur territoire, enfin, qui administrent pas un territoire, quoi. Enfin, et j'entends quasiment plus personne qui parle de ses administrés, mais de ses habitants. Moi, j'avais une question, je voulais poursuivre sur la question qui vient d'être posée. Effectivement, en vous entendant, j'entends ce que Henri Esner nous a dit quand on était allé le voir à Metz l'année dernière avec la journée d'études de l'ancienne promotion. Moi, j'ai envie de prolonger la question en vous demandant comment est-ce que vous faites passer ce discours très politique, en fait, sur la désirabilité du ZAN au-delà des élus de la Fédération SCOT. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un décalage dans la manière dont c'est porté au niveau des territoires par des élus très engagés qui peut-être pas très nombreux, mais en tout cas qui le portent, qui y croient, qui le soutiennent au sein et à travers la Fédération nationale des SCOT. Et quand on voit la déconnexion avec certains discours qui peuvent être portés par les partis politiques de divers bords au niveau régional, voire national, cette commission du Sénat, elle est quand même très critique, en fait, sur le ZAN, et on sent que elle a peut-être des envies de vouloir revenir ou détricoter sur ce qui a pu être dit. Comment est-ce qu'on porte un discours ambitieux sur le ZAN, en lien avec des enjeux de désirabilité, d'attractivité, pour dire que c'est pas uniquement de la contrainte, il faut s'empêcher du renoncement, des points de vue très négatifs. Et voilà, comment est-ce qu'on travaille cet élément, et est-ce que vous vous organisez pour ça en termes de capacité d'action et puis d'équipement, tout simplement? C'est la partie la plus difficile, mais c'est la même que élaborer un SCOT, c'est facile. Le mettre en œuvre, et là, tout commence. Et de partager sa mise en œuvre, dont la trajectoire ZAN, c'est là où j'ai parfois des frictions avec les collègues élus. Alors moi, je porte les choses avec tellement de passion que les choses sont parfois spontanées. Et en général, on a lu sur mon visage avant d'avoir entendu le moindre mot. Donc après, je peux ramer pour corriger. C'est trop tard, ça a cassé. Donc j'en fais amende honorable. C'est pas...
facile à gérer, et c'est là ma plus grosse difficulté pour le faire passer, notamment avec l'échelon inférieur, pour continuer à embarquer le territoire. Là, je prévois, et je vais travailler sur un mode de conférence des maires élargi à l'échelle SCOT pour dire comment le SCOT est l'outil du cadre de vie désirable et vivable pour aujourd'hui et pour demain, sur cet angle-là. Et je vais le travailler en associant les présidents des intercommunalités, la présidente du pays. Je ne souhaite pas le porter tout seul, mais vraiment puis en faisant intervenir le CAUE, parce que parfois de faire dire par d'autres les choses que, on va les entendre parce que c'est un autre qui l'a dit, que moi, à un moment, portant les choses avec tellement de passion, et puis devoir déjà donner des avis d'incompatibilité ou de compatibilité, et je suis l'empêcheur de construire en long, hein. La friction, elle est réelle, mais il y a des fois, je l'ai dit, on ne peut pas non plus voter quelque chose et voter son concert dans une autre assemblée. Il y a une question de cohérence politique, mais ça fait un peu le prophète qu'on a plutôt envie de mettre dans sa citerne comme Jérémie et puis de ne pas aller le sortir, quoi. Mais même dans la citerne, il peut crier. La citerne, ça fait caisse de résonance et on l'entendra toujours, quoi. Mais c'est compliqué, mais c'est un bâton de pèlerin à porter tout le temps. Et aujourd'hui, et c'est quand même le changement de paradigme, on en est au tout début. Et la difficulté, c'est sans doute du concrètement. Mais concrètement, oui, mais je ne sais pas concrètement. Moi, j'ai confiance dans l'intelligence collective. Un panel tellement différencié autour, moi, je pense qu'on trouvera la solution entre élus, avec des aménageurs, avec des architectes, avec des paysagistes, avec des entrepreneurs, avec des associations de consommateurs, avec les syndicats de salariés, avec... voilà, avec des agriculteurs, avec... Et puis ce qu'on va trouver là, c'est peut-être pas la solution qui va être la même à dupliquer partout. Je sais pas, j'ai confiance dans ce qui peut sortir du collectif. Moi, j'ai une confiance dans l'humanité et dans le collectif humain qui est impressionnante. C'est pour ça que je suis pas inquiet, mais aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, quoi. C'est là où je bute. C'est pour ça que je vais m'y prendre de cette façon-là, de manière davantage partagée. Et les collègues élus me l'ont dit. Non, mais on te fait confiance. Alors, je l'ai entendu de manière gratifiante, on te fait confiance. Et j'ai pas entendu le négatif du te fait confiance. C'est, je m'y engage pas. J'ai un ancien directeur général de service qui disait qui ne dit mot ne consent pas toujours. Et même il dit que ne consent en général jamais. Mais voilà, aujourd'hui, je m'y prendrai là aussi de manière différente pour peut-être être davantage participatif en interne, comme je l'ai fait en externe. Autant j'ai voulu que le bureau du SCOT, de pas décider les choses tout seul, que le bureau soit le comité de pilotage. Je vois un comité de pilotage du président avec le cabinet d'études et autres. Et je partage beaucoup de choses en bureau et j'y tiens, mais je pense que je m'y prendrai autrement pour susciter l'engagement des membres du bureau et pas que de moi pour le porter. Alors, si je ne suis pas réélu, ça peut en 2026, hein. On remet nos mandats en jeu, hein. Donc voilà. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez, à partir de votre expérience, nous donner quelques clés de réussite pour réussir ce ZAN? Vous avez évoqué plein de choses, et notamment cette coopération et cette intelligence collective, mais sur quoi on pourrait s'appuyer pour que ce ZAN ne soit pas abandonné, parce que ce que je comprends, c'est quand même que vous souhaitez, en tout cas, une pérennité de cette loi ZAN. Donc, comment quelques clés à nous donner? Il y a deux choses qui me viennent spontanément. L'un autour du cadre de vie désirable. Vraiment, c'est quel est le cadre de vie sain, c'est-à-dire où je me sens en sécurité sanitaire, sociale, alimentaire, de ressources, de vie pour demain. Voilà, autour de ce cadre de vie, et donc qui implique les 4 éléments en bonne santé, quoi. Et puis l'autre, c'est vraiment sur ces questions de coopération, ces questions d'intelligence collective, et de pas avoir peur de l'intelligence collective. Et j'ai 2 citations pour finir. L'une qui est hors contexte, de l'ancien évêque d'Oran, Pierre Claverie, qui a dit « J'ai besoin de la vérité de l'autre ». Et lui, il parlait dans un contexte de dialogue chrétien-musulman, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Et puis la dernière, c'est celle de Baden-Powell qui est écrite là. C'est pour ça que j'ai mis ce suite. C'est « Essayez en quittant ce monde de l'avoir rendu meilleur que vous l'avez trouvé ».
Merci beaucoup, Nicolas. C'était absolument passionnant et vous êtes passionnant. Je propose qu'on vous applaudisse pour finir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.